j'étais chez mon père et dans le grenier de mon père, on a trouvé un vieux, tout est relatif, mais un Commodore 64 qui est un des tout premiers ordinateurs personnels. Donc vraiment une espèce de gros bloc en QWERTY avec des grosses touches. Faut brancher sur une télé, c'est noir et blanc, il y a 40 caractères par 25. C'est tout en anglais, il n'y avait pas de DOS, il n'y avait pas tout ça, c'était avant quoi. Et avec son manuel à spirale, c'est le bon vieux truc. Et là, dans ce truc-là, tu n'avais pas d'autre choix que de programmer en fait. Tu peux pas, quand tu démarres, pouf, il faut programmer, tu vois. Et donc ça a été mes tout premiers programmes. Et au bout de 2-3 programmes où la machine, elle faisait ce que je lui disais qu'elle fasse, je suis tombé amoureux, tu vois. Elle faisait des trucs débiles, tu vois, genre elle me disait bonjour quand je lui disais de me dire bonjour ou des conneries comme ça. Mais le tas de ferraille faisait ce que je lui disais, tu vois. Et j'ai fait bingo, quoi. Alors le web 2.0, il y a deux choses. Il y a l'aspect peut-être technique, mais beaucoup plus important, il y a l'aspect humain. La grosse différence entre le web 1 et le web 2, c'est que dans le web 2, l'internaute est participatif pour de vrai. C'est-à-dire que le web 1, c'était la transposition du print, tu vois, de médias papier, sur le net. Et puis si c'était trop petit pour toi, bah, tant pis. Si c'était pas assez large pour toi, bah, tant pis. Si ça passe pas sur navigateur, bah, tant pis. Et puis surtout, les non-professionnels ne pouvaient pas publier. Ils ne pouvaient pas modifier la page qu'ils avaient sous les yeux. Ils ne pouvaient pas, enfin plein de choses. Un des grands trucs du Web 2.0, c'est d'abord qu'on est arrivé à une ère aujourd'hui où Monsieur Tout-le-Monde a des outils, enfin, où peut facilement choper des outils qui lui permettent d'ajuster la page comme il en a envie. Il y a des petites extensions, par exemple, sous Firefox, GreaseMonkey, Platypus, tout ça, qui permettent à coup de clic, quoi, donc vraiment accessible au plus grand nombre, de dire « Ah oui, mais sur ce site, cette bannière-là, j'en veux pas, elle me pourrit la vie, je veux le texte en plus grand, etc. etc. » Et puis, il y a tout le phénomène des blogs et des flux, qui maintenant, on a des plateformes de blog extrêmement simples d'emploi et d'installation pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc, Monsieur Tout-le-Monde peut se mettre à raconter sa vie ou à exprimer ses opinions sur le net très facilement. Et il y a tous les phénomènes de tagging et de bookmarking, essentiellement des sites comme Digg, comme Delicious, comme tout ça, qui permettent en fait justement à tout un chacun de dire sur un référentiel centralisé « cette page-là est pourrie, cette page-là est géniale ». Et par effet d'agrégation, parce qu'on parle de dizaines de millions de gens tous les jours sur des dizaines de millions de pages, lorsqu'on arrive sur ces sites-là, le sommaire en quelque sorte, c'est vraiment en haut du truc, ce qui est mis en avant, c'est ce que tout le monde a adoré. Donc ça, c'est l'aspect vraiment social qui est vachement important. Après, c'est vrai qu'il y a un aspect technique. Web 2.0, bon déjà, il y a un aspect layout. Tout le monde se met à faire des bords ronds, des gradients, des réflexions, des espèces de petits reflets. Ouais. Ça dépend des sites, mais c'est vrai que voilà, le truc qui sort, paf, il est bêta, c'est une excuse pour, aux yeux du grand public, continuer à l'améliorer tout le temps. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'en fait, le fait de continuer à améliorer un service tout le temps, c'est normal, c'est de l'extreme programming, c'est du agile development, c'est comme ça qu'on devrait faire. Mais ça va surprendre Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, il s'attend à un truc stable et puis que ça ne change plus jusqu'à ce qu'on lui dise explicitement qu'il y a une nouvelle version. Et donc l'excuse, en quelque sorte, pour justifier soit d'évoluer tout le temps, soit simplement de sortir un truc qui n'est vraiment pas assez bien au départ, c'est de coller bêta dessus. Après, il y a Ajax, évidemment. Donc le fait que tout à coup, la page, elle se met à faire des trucs qu'on ne s'attendait pas à trouver sur des navigateurs. C'est vrai que NetVibes a cet immense avantage d'avoir introduit, vraiment présenté à une large audience francophone, tous ces avantages, tous ces nouveaux comportements dans la page web auxquels on ne s'attendait pas et qui étaient possibles tout à coup. Les glisser déplacés, on n'a pas besoin de sauver, ça s'ouvre, ça se referme, ça se charge dynamiquement. On n'est plus prisonnier du carcan, ce qu'on appelle le carcan requête-réponse, où vraiment, la moindre modif, tu veux retrier une liste, et ben, tu bouges un truc d'un cran, tu rechanges tout, enfin c'est atroce quoi. Et c'est vrai que pour ça, c'est Florent Frémont notamment à qui on doit ça, qui n'y est plus maintenant, mais... Et on a des outils derrière, c'est vrai qu'on a des techniques, des technologies qui pour la plupart existaient déjà avant, mais sur lesquelles on n'avait pas fait une espèce de symbiose qui a créé l'étincelle et puis qui n'était pas encore forcément suffisamment répandue, suffisamment connue. Et on a donc toute une série de technos qui effectivement font les possibilités du Web 2.0. Alors c'est vrai que toutes ces technos-là, elles sont abordées dans le livre. Même plus qu'abordées, elles sont explorées gravement dans le détail. C'est vrai que ça passe d'abord simplement par faire les choses bien comme on aurait dû les faire avant. Tristan dit dans la préface du livre que le vrai mot-clé du titre, c'est bien développé, c'est pas Web 2.0. Le Web 2.0, c'est la nouvelle version, en quelque sorte. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un terme repris de façon presque très abusée, quoi, en 100% marketing.
Mais comme toute nouvelle version, ça devrait être l'occasion d'effacer les erreurs de l'ancienne. Et le Web 1, vraiment, on a fait un paquet d'erreurs. C'est-à-dire que le Web 1, on a fait ce qu'on a appelé la soupe de balises. Je veux dire, tous les sites ont été faits n'importe comment. Il y a eu ce qu'on a appelé la guerre des navigateurs. Tout le monde est parti dans tous les sens. Et il y a énormément de choses qu'on aurait très bien pu faire dès le Web 1, en respectant les standards, par exemple, etc., qu'on n'a pas beaucoup fait. Lorsqu'on s'est mis à respecter les standards, on a vraiment amorcé le mouvement vers le Web 2.0 parce que la plupart des techniques du Web 2.0 exigent tout un tas de petites choses techniques qui sont difficilement faisables si tu ne respectes pas les standards. On va beaucoup plus galérer à faire un truc clean en Web 2.0 si on ne respecte pas les standards. C'est-à-dire que par exemple, le langage qui fait les pages web, le langage qui décrit le contenu d'une page web, ce qu'on appelle le HTML, c'est un standard quelque part, il y a une documentation, c'est fait par un comité qui s'appelle le W3C, et il y a une documentation quelque part qui te décrit en quelque sorte l'orthographe, la grammaire et la syntaxe, soit qui te dit, comme dans n'importe quelle langue, qui te dit voilà ce que tu as le droit de dire ou à quel moment, voilà comment il est légal de combiner ces éléments. Tu as certains éléments que tu peux mettre à certains endroits, d'autres non. Tu vas être obligé de leur indiquer telle information ou pas. Pour telle information, tu as le droit de dire ça, ça, ça ou pas, etc. Tout ça, les gens faisaient tout et n'importe quoi avec ça avant. Et pourtant, en les respectant, par exemple en passant d'une sorte de HTML dégueulasse un HTML très très clean, ce qu'on appelle un HTML strict, voire un XHTML strict, ce qui est la panacée à ce niveau-là. Déjà, on facilite la vie après à d'autres technologies, comme des technologies qui s'appellent DOM ou JavaScript par exemple. C'est beaucoup plus facile pour elles de travailler si on fait bien les choses en amont. Pareil, aujourd'hui tout le monde commence à comprendre que pour donner un aspect à un site, il ne faut pas passer par le HTML, il faut passer par ce qu'on appelle les CSS. Ça y est, c'est bien répandu. Le bouquin de Raphaël Gutter, CSS2, est un best-seller. D'ailleurs, il est excellent. Tout va bien. Mais les CSS, c'est pareil. On va galérer à mort à faire des CSS si avant, au niveau du HTML, on n'a pas fait les choses propres. Donc c'est construire des briques propres sur des briques propres, si tu veux. Et puis, lorsqu'on arrive suffisamment haut dans ces briques, on commence à les combiner d'une façon qui est novatrice et on arrive au Web 2.0. C'est-à-dire qu'on commence à dire, bah tiens, c'est vrai qu'avec JavaScript, avec DOM et avec un peu d'astuce et en faisant les choses propres, je vais pouvoir commencer à faire des glissés-déplacés. Et puis je vais pouvoir commencer peut-être à réordonner en glissant. Et puis après, la grosse astuce, ça va être de dire, j'ai plus besoin de sauver ou de recharger la page. Et ça, c'est Ajax à proprement parler. C'est un composant d'Ajax, un petit composant qui a un nom qui fait peur à tout le monde, qui s'appelle XML HTTP Request. Et ce composant, voilà, on dit XHR pour faire plus court. Et ce petit composant-là, c'est lui qui permet, en gros, à ta page, de discuter avec le serveur, mais dans ton dos, quoi. Ça se voit pas, elle chuchote dans un coin, tu vois. Et donc, toi, l'utilisateur, tu n'es plus obligé de renvoyer, qu'elle se recharge et tout. La page, elle fait la même chose, mais planquée, quoi, derrière, et ta page, elle reste là. Et pendant ce temps, tu peux continuer à l'utiliser. Et du coup, ça se met à ressembler à un programme normal. C'est-à-dire que tout ce à quoi on s'attendait, même sur nos palmes, j'ai envie de dire, même dans les téléphones portables, tu vois, tout ce à quoi on s'attendait dans les programmes classiques et qu'on avait appris à oublier que ça existait quand on était dans une page web, eh bien on est en train de le retrouver. Et c'est vachement important parce qu'on va vers cette convergence, avec les web services, avec tout ça, on va vers cette convergence où, au bout d'un moment, il n'y aura plus cette notion d'application, ce qu'on appelle desktop et d'application online. Plus ça va, que tu vois même avec Vista ou avec les nouvelles versions d'OS 10, et plus on mélange les deux. T'es sur OS 10, tu utilises Sherlock tous les jours pour rechercher un milliard de choses, ça ressemble à une appli desktop et pourtant ça passe intégralement par les web services. Tu vois, aujourd'hui, une page web, elle se met à ressembler exactement à une application classique, à avoir les mêmes comportements, à répondre aux mêmes attentes ergonomiques. Tu ne vas plus faire la distinction à un moment. Dans Vista, c'est pareil, il y a des tas d'applis qui ressemblent à des applis et qui pourtant sont des pages web, intégralement, qui tapent directement sur des... Ton ordinateur, à terme, ne va plus être qu'un nœud du net, et serveur et client. Juste un nœud, au même titre que n'importe quel autre serveur. On ne va plus être, d'ici une dizaine d'années, qu'une sorte de gros réseau collaboratif. Et ton ordinateur, que ce soit un portable, un laptop ou n'importe quoi, c'est juste un nœud que tu branches et qui se connecte. Le web va être une espèce de gros truc peer-to-peer, tu vois. C'est-à-dire que le bouquin, il prend les technos une par une. Par exemple, le bouquin prend JavaScript. JavaScript, il y a des milliards de bouquins dessus. Il y a des bouquins qui font vraiment autorité, qui sont nickel chrome, mais qui sont un petit peu arides, un peu poussiéreux, tu vois, des bibles de 1000 pages. Il y a des tas de bouquins, hop, pour se démarrer vite fait, qui se passent en voulant démarrer vite fait, font tout et n'importe quoi et glissent avec une ignorance voulue sur tout un tas de petites choses qui pourtant vont revenir te mordre la cheville le lendemain si tu les fais pas bien. Et le chapitre sur JavaScript, par exemple, il ne réexplique pas JavaScript du début. Il dit, écoutez, les bouquins qui expliquent JavaScript du début, il y en a plein, qui font ça très bien. Maintenant, moi, je vais vous montrer les 15 aspects obscurs qui sont super méconnus et qui sont pourtant super pratiques. Le chapitre passe 2 pages à te réexpliquer vite fait les bases, et tout le reste, c'est, alors voilà, ça c'est important et ça vous vous plantez tout le temps. Ça c'est crade et voilà comment est-ce qu'on le fait bien. Ça, à chaque fois, vous galérez à le faire et voilà la bonne manière. Ça, tout le monde se plante et c'est méconnu et voilà l'info, etc., etc.
Et là, les annexes, en fait, il faudrait presque les lire avant le reste du bouquin, en fait. Parce que tu as une annexe, par exemple, justement sur HTML, qui est là pour juste remettre, qui ne fait que remettre les choses au clair, qui n'est pas là pour t'apprendre HTML, mais qui est là pour, balise par balise, te dire « Ah, voilà les conneries qu'on fait d'habitude, etc. Faites gaffe ». Même chose sur CSS, qui a été relu par Raphaël d'ailleurs. Tu as une annexe qui est là, par exemple, pour apprendre à lire les specs, c'est-à-dire pour apprendre aux développeurs à être capable d'aller s'y retrouver dans les documentations d'origine, tu vois, vraiment le truc qui a défini la technologie, et dans lequel il y a donc toute l'information que tu peux chercher, mais peut-être d'une manière un peu aride, un peu absconce. Et le chapitre, il est là pour te permettre d'aller la chercher, ce qui veut dire que tu n'es plus en mesure de ne pas trouver l'info. L'info garantie, tu vois, l'info officielle, pas l'info que tu as raconté machin ou que tu as vu sur un site, tu vois. Donc les annexes, elles sont mises en avant déjà au début du bouquin, et puis elles sont mises en avant sur le site à cause de ça. Et puis c'est vrai qu'il y a 2 chapitres sur Prototype et Scriptaculous, dont je suis très très content parce que aujourd'hui c'est les seuls au monde, quoi. C'est deux bibliothèques qui transforment radicalement la vie du développeur Web 2.0, parce que tout à coup ça devient pratique, ça devient élégant, ça devient facile, ça devient beau, etc. Ça devient fun vraiment. Et il n'y a pas de... Scriptaculous a un wiki, mais qui est un peu obsolète, donc qui va s'améliorer. Prototype n'a pas encore sa doc officielle. Il n'y a pas encore de bouquin au monde qui vraiment rentre dedans pour de vrai. Il y a un bouquin qui est sorti chez Roll récemment de Michel Place, qui est sympa, qui est un autre bouquin sur Ajax, qui aborde d'une façon différente, plus avec des petites études de cas, et pas sur les mêmes axes que moi, et qui parle un petit peu de Scriptaculous, comme en font beaucoup de bouquins, c'est-à-dire, tiens, là on va avoir besoin de faire un petit effet, vite fait, je vous montre 2-3 trucs sur Scriptaculous pour arriver à nos fins, mais c'est de la mention, tu vois. Là, vraiment, il s'agit d'être la documentation de référence. C'est vraiment ça. C'est pour ça que le bouquin s'appelle Bien développé, c'est-à-dire donner l'ensemble des infos nécessaires sur des trucs soit déjà connus mais mal utilisés, soit méconnus, soit pas encore connus mais qui changent la vie, pour vraiment avoir que des bases nickel chrome pour travailler vite et travailler néanmoins bien, vraiment très bien. Un code où tu peux revenir 2 ans plus tard et dire bah, j'ai rien à changer, quoi. Bon, Ruby, c'est un langage. C'est un langage qui existe depuis déjà pas mal de temps, puisqu'il existe depuis 1995. Mais il n'a pas explosé en marketing. Ça dépend où. C'est un langage écrit par un japonais à la base, Yukihiro Matsumoto, qu'on appelle Mats. Il a donc pensé aux japonais notamment, et au Japon, Ruby est plus populaire que Python, par exemple, qui pourtant est déjà bien établi en Occident. Ce qui manquait à Ruby, c'est ce qu'on appelle une killer app, et la killer app de Ruby, ça a été Ruby on Rails, parce que Ruby est un langage de tueur. Moi, dans ma vie, j'ai codé dans une 40aine de langages, et là, ça fait des années que je faisais du Java, j'étais un peu blasé, tu vois, c'était agréable, mais c'était pas fun. Et quand j'ai découvert Ruby, vraiment, ça a été une épiphanie, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est un bonheur absolu de coder en Ruby. Pour un développeur soucieux d'avoir du code élégant, expressif et tout, c'est le pied, tu te marres, tu te fais plaisir à coder en Ruby. Donc moi, j'étais tombé amoureux de ce langage-là. Et puis, DHH, David Heinemeier Hansson, le petit Danois qui a 3 ans de moins que moi, a pondu Ruby on Rails. Et qui est devenu la killer app. C'est-à-dire que lui, il a dit le développement web, c'est bien, mais toutes les technos, voilà, moi je trouve qu'elles puent. Et donc je vais vous faire un truc d'enfer, nickel chrome, où tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire les choses au cordeau, sinon ça marche pas. Et puis si ça te plaît pas, va voir ailleurs, il y a d'autres trucs. Mais si tu viens chez moi, tu vas faire les trucs au cordeau, en contrepartie, tu vas faire les trucs 100 fois plus vite que tout le monde. Et ça va être super agréable. Et c'est vrai qu'il est en train d'exploser, il a déjà explosé outre-Atlantique, où il y a déjà des centaines de milliers de développeurs dont c'est le métier de faire du Ruby on Rails, où il y a des offres d'emploi tout le temps, dans les très gros trucs. Il commence à exploser pas mal en Europe. Comme d'habitude, la France est un peu bon dernier là-dessus. Mais on approche du coude de la courbe exponentielle. C'est-à-dire que vraiment, on a pratiquement toutes les semaines sur Rails France des offres d'emploi, en CDI, pour des gens qui font du Rails. Il y a 1 an de ça, on en avait peut-être une tous les 3 mois, quoi. Hein, on a des questions de plus en plus bas niveau, ce qui veut dire qu'on touche une base de plus en plus grande. Quand Rails France est sorti, on n'avait que des gens qui étaient déjà bien dedans, tu vois, qui avaient découvert par eux-mêmes. On avait des questions de très haut vol sur les forums techniques, sur lesquels vraiment il fallait se galérer pour répondre. Là, on commence à avoir des questions, vraiment, j'ai jamais lu une doc de ma vie, tu vois. Donc, ce qui montre bien qu'on touche un public de plus en plus large. J'espère qu'il n'y aura pas de Web 3.0. En prospective, ça va plus être, je te dis, on va vers simplement une convergence, donc on va vers des applis qui vont de plus en plus s'ouvrir vers le reste. C'est pour ça, par exemple, que vers le reste, d'ailleurs, sans faire de jeu de mots, mais avec effectivement des API de technologie REST, c'est-à-dire que d'ailleurs, les chapitres 7 et 8, les 2 derniers chapitres du bouquin, sont là pour ça. Ils sont là pour apprendre à tes pages à dialoguer avec d'autres API fournis par d'autres applis. Donc par exemple, tiens, j'ai envie de réutiliser la recherche Google, la recherche Amazon, les photos streams de Flickr, interagir avec Basecamp, faire des recherches de plaques d'immatriculation, je sais rien, n'importe quoi. Tous les services qui pourraient être disponibles en ligne. Dans ta page intégrée, dans ton appli intégrée. Et puis le dernier chapitre, c'est les flux RSS et Atom. Donc là, c'est de la syndication de contenu.
Mais syndiquer de la fonctionnalité ou syndiquer du contenu, on ne va que vers là. On va vers une sorte de... Toutes les applications ont intérêt aujourd'hui, les applications qui se déposent en extranet, voire qui se déposent en internet pour le grand public, sont mortes si elles n'ouvrent pas des API qui permettent d'interagir avec. D'ailleurs, dans Ruby on Rails 1.2 qui va sortir cet automne, quand on fait les choses de la bonne façon, automatiquement ton application dispose d'une API REST. De base, tu n'as rien à faire, de base. C'est développé d'office.